on va continuer sur la question des outils qui divisent. On voit qu'on a perdu quelques personnes, mais j'espère qu'elles vont l'écouter en rediffusion. Donc, aussi, si jamais il y a des questions qui vous viennent en tête, que vous avez des commentaires depuis le début de la conférence de présentation, n'hésitez pas. Donc, on a aussi les outils qui divisent. Puis, pendant le lancement, la collecte des données liées au sondage, il y a un article qui a été publié qui étudiait essentiellement la même question que qu'est-ce que je souhaitais étudier dans mon sondage, ou des questions très complémentaires. Et je vous invite à aller le lire. Il est en accès libre si vous parlez français et que vous ne comprenez pas l'anglais. Utilisez un outil d'intelligence artificielle pour le traduire. C'est vraiment hyper intéressant. Et en plus, il en vient à des conclusions qui sont essentiellement les mêmes que celles que j'ai, et ça a été financé par la PPG, okay? Donc un organisme ultra sans force et en renforcement positif. Donc, si on a à prendre deux outils qui, utilisés ensemble, créent une dichotomie la plus grande, à ce moment-là, on pourrait mettre d'un côté ceux qui utilisent le harnais à attache frontale plus la médication, OK, qui sont 176 de nos répondants, versus donc 136 de nos répondants qui utilisent le collier à pic et le collier électrique avec stimulation. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit qui est intéressant? C'est que parmi ceux qui utilisent médication plus harnais frontal, on a un mince 12% qui serait peut-être prêt à faire un saut de l'autre côté, j'imagine dans certains cas, okay? Parce qu'ils utilisent des outils qui appartiennent au côté diabolique, on le voit, vu que c'est orange, le bleu étant le ciel. Mais on voit que du côté des gens qui utilisent le collier électrique et le collier à pic, on a un petit peu plus de gens qui passent la clôture, qui sautent la clôture. Mais par contre, de façon générale, c'est assez hermétique. Donc, ça serait sûrement un meilleur label pour les gens. Donc, un mélange de harnais attache frontale, médication, genre c'est ton label, collier électrique, collier à pic, c'est ton label. On risque d'avoir peut-être une meilleure distribution de qu'est-ce qui se passe. Mais bref. Donc, hypothèse, les entraîneurs sont peut-être pas en désaccord sur la question des outils. Ils sont peut-être plus en désaccord sur qu'est-ce qui cause le comportement du chien et comment y répondre. OK? Donc, à ce moment-là, définitivement que si on a une approche qui est centrée, par exemple, autour du chien, autour des émotions vécues par le chien, bref, un discours qui essentiellement en méthode positive, on a moins tendance à utiliser des outils qui contreviennent à ce même discours-là et vice-versa. Si d'un autre côté, on se dit, il faut qu'un chien, ça écoute, que ci, que ça, peut-être que au final, c'est plus ça qui est le socle fondateur que l'outil en soi. Donc, dans l'article juste ici, qui a été publié par Deleu et Williams, il venait essentiellement définir les gens qui travaillent, entre guillemets, en méthode positive comme étant des gens qui ont un cadre éthique déontologiste, et les personnes qui travaillent avec des méthodes balancées comme des personnes qui ont un cadre éthique conséquentialiste. C'est pas des gens qui ont pas d'éthique, c'est juste qu'ils travaillent selon un cadre qui va être différent. Donc, voilà. Donc, ici, autre statistique qui, pour moi, était vraiment sidérante, la question des certifications. Donc, j'aurais pu croire au départ qu'il y avait pas beaucoup d'entraîneurs canins qui étaient certifiés, mais au final, la moyenne est autour de 80%, toute approche confondue, ce qui est, selon moi, relativement élevé. Mais après ça, je me suis un peu questionnée, qu'est-ce que le mot certification? Est-ce que ça serait une nouvelle étiquette? Parce que, par exemple,
un entraîneur canin en France pourrait dire que la CACED est une certification. Une personne qui suit une formation en ligne avec moi et qui a un certificat, OK, il l'a imprimé, pourrait dire qu'il est certifié. Une personne qui fait une formation de 500 heures dans un domaine pourrait dire qu'elle est certifiée. Parfois aussi, les gens vont venir confondre certification et affiliation à une association. Donc, ils vont appeler ça une certification, ce qui n'aide pas à venir démêler le tout. Okay? C'est un peu comme être principalement en méthode positive. Okay? Donc, c'est assez mélangeant. Donc, ici, on a un petit graphique qui nous permet de voir donc les gens qui sont certifiés et affiliés. Donc, ça nous permet de voir un peu la distribution. Et on voit que chez les personnes qui sont, entre guillemets, en renforcement positif exclusif, que il y a plus de gens qui sont certifiés et affiliés que dans tous les autres groupes. Donc, autre graphique qui est selon moi vraiment intéressant, c'est le rapport aux institutions selon le mouvement ou l'affiliation qu'on a. Donc, chez les personnes qui sont en renforcement positif de façon exclusive, mais à ce moment-là, le rapport au niveau des institutions, au niveau de la croyance que les institutions prennent des bonnes décisions est très élevé et une institution peut être une association, ça peut être aussi un cadre législatif. Mais qu'est-ce que je trouve qui est vraiment intéressant, c'est vraiment comment les gens se positionnent par rapport à leur confiance envers les données scientifiques et leur confiance par rapport aux institutions. Puis, qu'est-ce que j'aimerais juste relever ici, c'est imaginer quelqu'un qui n'a absolument pas confiance dans les institutions et que ce sont ces mêmes institutions, donc par exemple le gouvernement, qui mentionne que maintenant, il ne peut plus utiliser des outils qui font partie de son coffre à outils. À quel point il va avoir tendance à se conformer si les risques d'être pris sont bas, je ne sais pas. Donc, par la suite, on avait aussi donc un croisement qui nous permettait de venir noter. Donc, un croisement qui est intéressant, c'est-à-dire notre approche réelle, croisée avec certaines questions. Par exemple, un client a refusé mes recommandations et le chien a été euthanasié ou abandonné. Ben, on va voir que c'est à 51% donc chez les balancés, alors que ça va être à 11% chez les donc excuse-moi, je suis pas dans la même, je suis en train de me mélanger. Voyons, alors que ça va être à 40%, excusez-moi, chez les gens en renforcement positif de façon exclusive, ça va être beaucoup plus élevé chez les cas par cas, mais encore une fois, n'oubliez pas qu'est-ce qu'on a vu plus tôt concernant le fait que l'étiquette, selon la culture, ça ne reflète pas du tout la même chose. OK? Donc, ça pourrait aussi être intéressant de venir le subdiviser par la suite avec la culture de chacun. Par la suite, ben, on a la question de un client a suivi mes recommandations et le chien a été euthanasié ou abandonné, qui est beaucoup plus élevé chez les gens qui se considèrent de l'étiquette en renforcement positif exclusif, qui va être moins élevé chez les principalement renforcement positif, qui va revenir quasiment au même chez les cas par cas et qui va être moins élevé chez les balancés. Donc, ça semble un peu correspondre en termes de réponse au discours qu'on voit sur les réseaux sociaux quant aux argumentaires balancés, comme quoi qui ont plus tendance, entre guillemets, à sauver des chiens de l'euthanasie comparé à d'autres étiquettes. Après ça, est-ce que c'est réellement le cas? Ici, on parle de perception lors de réponse d'un sondage. Donc, ça donne des réponses qui sont valides dans le cadre de perception à des réponses à un sondage.
Donc ici, on voit aussi, est-ce que les gens ont eu tendance à retenir une intervention qu'ils pensaient nécessaire par crainte de jugement? Ben, à ce moment, on va voir que c'est plus élevé chez les balanciers. On dirait que ça, personnellement, que ça m'étonne. Je me serais attendu que, ben, vu qu'ils s'assument, ils le font. Mais non. Et après ça, ben, ça va en ordre décroissant selon les étiquettes. Par la suite, question hyper intéressante. J'ai référé un cas à un collègue utilisant une approche différente. C'est-à-dire qu'on se dit à titre de praticien, bon, ben moi, j'utilise pas tel outil ou je fais pas tel truc. Donc, au lieu de laisser la personne soit dans le néant, soit essayer toute seule, soit de la convaincre de ma méthode, ben, je vais la référer. Ben, à ce moment-là, on voit que c'est vraiment plus élevé dans toutes les autres approches que chez l'approche en renforcement positif exclusif. Après ça, j'ai été critiquée publiquement pour un choix que je considère justifié. On voit une courbe descendante ou ascendante en fonction de où est-ce qu'on part, en fonction des différentes approches. Mais encore une fois, je pense que c'est vraiment important de rappeler que les différences culturelles sont tellement énormes que selon moi, il faudrait à nouveau refaire les résultats selon les cultures parce qu'il y a tellement de distinctions que j'ai l'impression que sans avoir aussi la culture dans les chiffres, que ça donne pas des résultats qui sont aussi justes qu'ils pourraient l'être. Et par la suite, j'ai envisagé quitter une association à cause d'un désaccord, peu importe quel qu'il soit. On va voir que c'est moins élevé chez les balancés. Ça peut tout simplement aussi être moins élevé parce qu'ils font moins partie d'associations. Je veux dire, ça serait assez logique. C'est un peu plus élevé chez les personnes qui se décrivent comme étant cas par cas. Par la suite, ça rediminue chez les gens qui sont principalement en renforcement positif et ça augmente avec le score le plus élevé chez les gens qui sont principalement en renforcement positif. Donc, est-ce qu'il y avait des questions jusqu'à maintenant? Et Victoire, est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais ajouter ou corriger? Nickel, au poil, comme d'habitude. OK. Bon, mais n'hésite pas s'il y a quoi que ce soit. Je suis pas très sensible aux critiques sociales, bien heureusement. Par la suite, donc, un concept dont j'aimerais parler, c'est la question de l'effet de refroidissement. Je l'avais justement publié sur mes réseaux sociaux à titre de story. Puis il y avait eu quand même pas mal de réactions. Donc, l'effet de refroidissement, c'est sans être victime soi-même, soit de harcèlement, de menaces, de critiques, du genre, il t'est jamais rien arrivé, toi, à titre de praticien. OK? Mais par contre, si dans ton contexte, c'est polarisé et que tu as perçu d'autres personnes en être victimes, ben à ce moment-là, ça peut créer des effets tels que la dissimulation, tels que l'autocensure, et ce, même si nous-mêmes, on a été victimes de rien. C'est juste une question d'apprentissage social. Donc, des 255 participants qui ont jamais été ciblés personnellement par quoi que ce soit, même pas un commentaire méchant sur les réseaux sociaux, perçoivent le climat comme étant fermé. Ils se sentent pas libres d'exprimer leur opinion à 46%. Ils ont évité de poser une question par peur du jugement à 37%. Ont falsifié leur approche à 36%. Ils ont caché un outil qui fait partie de leur pratique à 32%. Ils ont modifié leur discours par crainte de répercussions à 22%. Ils ont caché des outils publiquement à 18%. Et de toutes ces personnes-là, il y en a 35 qui ont pris une décision. Et ici, c'est durant toute une carrière. Là, donc, on s'entend que ça nous est probablement déjà tous arrivé.
Mais ils ont pris une décision qui était non défendable publiquement. OK? Puis ici, ça peut être n'importe quel type de décision. Ça peut être d'euthanasier un chien, de référer un vétérinaire concernant l'euthanasie. Ça peut être, parce que j'imagine qu'il n'y a aucun éducateur canin qui fait ça à la maison, dans son jardin, ou qui le fait avec son client. Ou bien, il y a 8% des gens qui ont retenu une intervention par crainte. Donc, comme je disais un peu plus tôt, l'effet de refroidissement, ben, c'est que la menace, la perception de sanctions possibles vient réduire l'expression d'opinions qui sont légitimes, peu importe quelle qu'elle soit, les gens peuvent penser qu'est-ce qu'ils veulent, au-delà de ce que la sanction vise directement. OK? Donc, à ce moment-là, ben, juste le fait de percevoir que les gens se font insulter, percevoir qu'il y a des choses qui peuvent se passer dans un certain environnement, vient modifier le comportement des gens et c'est normal. Les humains sont des êtres hautement sociaux. La raison pour laquelle on a proliféré sur la planète, c'est entre autres par nos capacités à s'organiser et à rester en groupe. OK? Donc, à ce moment-là, on va avoir tendance à suivre le groupe et c'est normal. Donc, par la suite, ce que ça peut créer, c'est que ben, chaque praticien qui va observer des incidents va ajuster son propre comportement pour rester dans la zone de sécurité. Et il peut l'ajuster de différentes manières, en changeant son vocabulaire, en cachant certaines choses. Ce que ça peut entraîner, par exemple, comme conséquence, ben, c'est peut-être qu'un entraîneur qui a résolu un cas complexe avec une méthode située dans des zones grises, et située dans des zones grises dans sa propre norme. OK? Par exemple, on peut être un entraîneur en renforcement positif aux États-Unis dans lequel l'immersion, c'est pas du tout accepté. Ben, à ce moment-là, on va peut-être être gêné d'en parler, alors que peut-être que comment l'immersion a été utilisée, la nuance serait importante, mais peut-être qu'on va refuser d'en parler parce que vu que le terme immersion, ben là, à ce moment-là, on sait qu'on va se faire fustiger. Donc, au final, ben, c'est aussi que même au sein d'un même mouvement, les zones grises vont être moins permises et ça peut nuire au processus de formation continue de chaque éducateur. Et ici, on ne parle pas juste de est-ce que tu utilises un collier à pic ou non, on peut parler vraiment d'autres outils, comme par exemple de cage, on peut parler de la question de l'extinction, on peut parler de, bref, plein de méthodes ou outils qui vont peut-être être moins bien perçus dans notre culture et dans le mouvement auquel on s'affilie. Donc, ça peut venir créer une spirale qui va être en quelque sorte auto-renforçante, c'est-à-dire que ben, on va avoir moins de questions et de partage en public. Ça va venir créer une impression que hey, ben, tout le monde pense de telle façon, donc finalement, mes questions sont peut-être pas justifiées. Après ça, ben, peut-être qu'on va percevoir la visibilité de ces questions, de ces actions comme risquées, et finalement, ben, on va poser moins de questions et le consensus va apparaître de plus en plus fort, alors que peut-être qu'il ne l'est pas. Donc, à mon sens et de mon avis, la profession a vraiment un plus gros problème de communication, de discussion et de discussion dans l'adversité, dans le désaccord. Et ça, c'est beaucoup plus important que la question des approches. OK? Parce qu'on est en train de créer, et ce, peu importe c'est quoi l'approche ou la culture à laquelle on appartient, on est en train de créer en quelque sorte des faux consensus qui empêchent d'aller plus loin et d'aller dans la nuance, et ce, peu importe l'approche qu'on veut avoir.